Bonsoir à toutes et tous, merci de vous être rendus disponibles et d'être venus jusqu'à Villeurbanne ce soir pour le dernier comité syndical du CIGERLI pour l'année 2025. Contrairement à d'habitude, je ne ferai pas un discours introductif car je n'ai guère plus de choses à vous dire que ce que je vous ai dit lors du dernier comité syndical et qu'il est assez fourni ce soir sur leur rapport d'orientation budgétaire. Non, je ne suis pas malade, madame la vice-présidente. C'était il y a 2 ou 3 semaines. Tout va mieux depuis. Alors, petit rappel des consignes pour celles et ceux qui n'en auraient plus l'habitude. À chacune de vos interventions, attendez que l'on vous donne la parole et le micro et veuillez vous présenter en précisant également le nom de votre commune ou de votre collectivité de rattachement. Donc hors commune, ça pourrait être la métropole de Lyon. Voilà, tout ceci pour faciliter la retranscription du procès verbal. Partez avant la fin du comité, signalez-vous auprès du personnel aux tables d'émargement et remettez votre boîtier de vote, ne repartez pas avec. Et pour les boîtiers de vote, je le rappelle, il faut bien penser à valider votre choix par OK pour qu'il soit pris en compte, sinon ça ne sera pas le cas. Je vais donc pouvoir vous faire la lecture en ouverture de la séance des pouvoirs qui m'ont été transmis par les services avec Anne Revéran pour la métropole de Lyon qui donne pouvoir à Vinciane Brunel pour la métropole de Lyon. Vous n'avez pas la même chose à l'écran et c'est normal parce que la liste a été modifiée il y a peu et on vient de me la transmettre. François Pastré à Jean-Paul Vernat. François Joly de Polémie-au-Mont-d'Or à Philippe Nicolas pour Curis-au-Mont-d'Or. Jean-Philippe Jal de la Tour de Salvagny qui me donne pouvoir pour la métropole de Lyon, Daniel Ségouffin pour Vernaison à Michel Castellano pour Miry, Gilbert Luc Devinaz de la métropole de Lyon donne pouvoir à Philippe Guelpa-Bonaro pour la métropole de Lyon et Iclef Chic pour la commune de Villeurbanne qui donne pouvoir à Jean-Philippe Chaunet pour la commune de Communet. Comme il est de coutume en ouverture de séance, petit souci de son, désignation du secrétaire de séance, en l'occurrence Jean-Philippe Chaunet pour Communet. Voilà, la tradition veut que ça soit plutôt la déléguée de la commune accueillante. En l'occurrence, il n'est pas présent ce soir pour Villeurbanne. Compte rendu de l'activité du bureau qui s'est réuni le 21 novembre 2025. Avec au sujet 4 délibérations avec une modification du tableau des emplois et des effectifs. Je crois que c'était pour modifier des sujets autour des équipes pour le service système d'information et pour la réorganisation du service conseil en énergie partagée. Au sein de ce qui s'appelle désormais la direction, il me faut le A de date, la direction... Si on ne m'aide pas, je veux... Accompagnement de la transition énergétique. Heureusement que quelques personnes savent pour qui ils travaillent. Le recours à contrat d'apprentissage rentrée scolaire 2025, on accueille une alternante en master sur les sujets d'affaires juridiques qui vient aider l'équipe marché public. Le renouvellement de l'adhésion à la protection sociale complémentaire souscrite auprès du centre de gestion 69 pour le risque prévoyance et une procédure de passation d'un marché de travaux d'isolation des comptes perdus dans la centrale d'achat que nous avons voté il y a quelques temps. Et je vous incite, dès que nous aurons un prestataire sur ces marchés de travaux d'isolation, à y recourir pour vos bâtiments communaux. Compte rendu de l'activité du président depuis le mois de septembre où nous nous sommes vus avec le 25 septembre. Nous avions le plaisir d'accueillir le nouveau président de la FNCCR, notre fédération nationale, Jean-Luc Dupont, avec qui nous avons pu nous entretenir de l'avenir de nos territoires, de la distribution d'énergie. Le micro va vite m'agacer s'il fait ça toute la soirée, je le dis. On a pu échanger sur la précarité énergétique, sur des tas de choses, sur aussi le lien entre des territoires plus producteurs et plus consommateurs, la nécessité que le réseau accompagne aussi la transition énergétique.
Le 26 septembre, un rendez-vous avec le directeur du groupe GCC Construction, un rendez-vous avec le directeur de Serpollet pour faire un point au bout d'un an sur le marché exploitation-maintenance de l'éclairage public, et un rendez-vous avec le directeur territorial d'Enedis. Je vois qu'un autre micro arrive jusqu'à moi. Le 3 octobre, nous avons pu réaliser les conférences budgétaires qui nous permettent aujourd'hui de vous présenter le rapport d'orientation budgétaire, mais surtout d'échanger avec les services et les vice-présidents sur leurs besoins et ce que nous pouvions réaliser pour l'année 2026. Le 9 octobre, un rendez-vous en mairie de Rochetaillé pour signer différentes conventions suite au fameux incident dit du mur de Rochetaillé, pour lequel vous m'avez accordé votre confiance dans le cadre d'un protocole transactionnel qui aura sans doute lieu avec Sobeca une fois les travaux réalisés. Mais nous sommes déjà arrivés à une première étape et c'est important. Le 10 octobre, 2 commissions d'appel d'offres, une sur exploitation, climatisation, ventilation, chaufferie avec le recours à un prestataire pour nous accompagner afin d'arriver aussi à mieux travailler auprès de vous en commune sur ces sujets-là sur lesquels il est possible de faire aussi des gains énergétiques à condition de bien exploiter ces différents équipements, mais je pense que personne ne me dira le contraire ici, et une CAO sur le compactage des tranchées. Le 5 novembre, une interview de la part du magazine Le Nouveau Lyon, globalement en lien avec les conventions qu'on a passées avec la Banque des Territoires, et donc essayer de comprendre quels travaux vont pouvoir être financés par les différents prêts en lien avec la Banque des Territoires. Le 14 novembre, un rendez-vous avec la Confédération syndicale des familles, notamment sur les sujets de provision de charges, de rappel de charges, de précarité énergétique et de la possibilité pour notamment les bailleurs sociaux de potentiellement adhérer au groupement d'achat, notamment sur la partie gaz pour les différents bailleurs. Travail en cours. Le 21 novembre, une commission générale préparatoire à ce comité syndical, un comité de pilotage avec l'équipe éclairage public, un bureau décisionnel et politique dont vous avez eu les délibérations que je vous ai expliquées tout à l'heure, ainsi que 2 présentations avec le SPASER, le schéma prévisionnel d'achat environnemental durable, et un petit point sur le schéma directeur IRVE pour voir le déploiement sur les 8 communes hors métropolitaine du Sigerli. Et enfin, vendredi dernier, 28 novembre, la CCSPL et la CCPE, la CCPL qui était sur les comptes rendus d'activité des concessionnaires Enedis, EDF, GRDF pour l'année 2024 avec un focus précarité énergétique, et une CCPE qui était liée au sujet IRVE. En tout petit comité entre Nicolas Barla, moi-même, Nathalie Laurenceau pour les services du Sigerli. Compte rendu des décisions du président. Donc une notification d'un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour nous permettre de passer un accord cadre de fourniture de gaz signé avec notre prestataire MCMA, donc qui nous accompagne sur le marché gaz qui est en cours d'instruction, et 5 marchés qui correspondent à 5 lots pour le contrôle de compactage des tranchées signés avec AEC Service. La suite, pour les décisions, pour le secrétariat général, une saisine de l'étude Omnia Notaire et acceptation de devis d'intervention pour une vente de cession à titre gratuit entre le Sigerli et Enedis, des parcelles AK605 et AK606 sur la commune d'Oulin-Pierre-Bénite. Et enfin, une décision sur la possibilité de souscrire à un prêt Intracting d'1 800 000 € auprès de la Banque des Territoires à un taux de 1,73%. Autre décision, mais auquel je pourrais peut-être donner un petit peu plus de corps et de substance tout à l'heure lors de la présentation du ROB, c'est 2 attributions de conventions, une de convention d'honoraires d'avocat portant sur des prestations de conseil juridique auprès du cabinet Seban dans le cadre de la future renégociation du contrat de concession électricité avec Enedis. Je rappelle qu'il arrive à échéance en 2031, donc on souhaite préparer ça
en amont, notamment pour fournir des éléments pour le prochain bureau, le prochain représentant du CIGERLI, et l'attribution d'une prestation d'accompagnement stratégique, là, plus sur les enjeux comptables et financiers, mais toujours dans le cadre de la renégociation de ce contrat avec Enedis, là, cette fois-ci, avec le cabinet Michel Klopfer, grand expert du sujet. Et enfin, un arrêté de délégation de signature attribué à une technicienne du service exploitation éclairage public afin de déposer plainte au nom du CIGERLI lorsqu'il y a des problématiques, notamment sur le réseau d'éclairage public, que ce soit sur les mâts ou parfois sur les armoires, où nous avons pu avoir des problématiques assez importantes. Je pense notamment à la commune de Mézieux. L'ordre du jour de ce soir, un comité plutôt financier. 8 délibérations d'intérêt commun, vous les avez sous les yeux. Ce sera principalement un comité Corinne Subaille et Éric Pérez, puisque Pierre-Alain Millat n'étant pas ce soir, je prendrai le relais et Jean-Philippe Chaunet aura une délibération. Voilà, nous serons un trio ce soir pour vous accompagner. Je vous rappelle les modalités de vote pour les délibérations d'intérêt commun. Donc, pour la métropole de Lyon, un délégué égale 8 voix. Pour les communes de la métropole, un délégué égale 1 voix. Et pour les communes hors métropole de Lyon, un délégué égale 2 voix. La majorité simple des suffrages exprimés, sauf mention spécifique dans les délibérations. Nous commençons par l'habituelle délibération numéro 1, à savoir l'adoption du procès-verbal du 24 septembre 2025. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des besoins de précision? Sinon, je vous propose de voter. Le vote est ouvert. Alors, j'imagine que la délibération est adoptée, même à l'unanimité, même si l'écran ne le dit pas totalement. Merci. Voilà. Et hop, je vous propose de passer directement à la suite avec la tenue du débat sur le rapport d'orientation budgétaire. Je vais donc laisser la parole à notre vice-présidente Corinne Subaille. Merci. Merci. Donc, vous avez reçu le rapport d'orientation budgétaire. Donc, notre débat d'orientation budgétaire vise à partager les informations qui nous permettront d'envisager le budget 2026 en toute transparence. D'ailleurs, vous voyez, on parle du contexte budgétaire qui est resserré. Et je vous apprends rien, le contexte économico-géopolitique reste tendu. Donc, on va passer à la diapo suivante. Vous voyez des jolis graphiques. Donc, l'inflation semble quand même se stabiliser et vous voyez la partie stable du prix de l'électricité qui apparaît sur ce graphique qui est entouré. Donc ça, c'est un point positif. Donc le contexte budgétaire, si on place à la diapo suivante, le contexte budgétaire pour les collectivités est contraint. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez la petite barre rouge en bas, là, c'est toutes les collectivités, la dette des collectivités, nous. Et puis le reste, là, c'est l'État. Voilà, tout est là. De nombreuses décisions vont encore nous impacter. Donc nous, on maîtrise notre dette. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Si on parle de l'année qui n'est pas encore terminée, nous avons un atterrissage 2025 qui est plutôt rassurant, voire très rassurant, et ce qui nous permettra de nous projeter sur des niveaux d'investissement robustes. Les ratios d'épargne, si
Si on passe au suivant. Les ratios d'épargne traduisent une forme... Oui, j'ai décidé de vous épargner encore les chiffres cette année, vu que l'an dernier, vous étiez tous adeptes de cette vision-là. Donc, les chiffres, vous les avez sur les tableaux. Si vous voulez, on reviendra dessus au fur et à mesure. Et vous les avez sur l'Europe que vous avez tous lu, comme le rappelle le président à ma gauche. Les ratios donc d'épargne traduisent une forme de stabilisation des équilibres. Et donc, notre bonne gestion du CIGERLI, et d'ailleurs, j'en profite pour remercier les personnes qui œuvrent à cette bonne gestion que vous connaissez et qui sont présentes ici dans la salle pour leurs représentantes que sont Claire Topenot et Nathalie Maman. Et puis toute l'équipe des services financiers, puis toutes les équipes du CIGERLI en même temps. Donc c'est grâce à ça que vous voyez qu'on peut continuer à investir. On passe donc à la parole à Monsieur Chaunet. Voilà, donc on va passer à tour de rôle, mais on va essayer de ne pas être trop long non plus. Donc, concernant la dissimulation coordonnée des réseaux, donc vous pouvez le voir sur le visuel. Donc, on est toujours dans l'optique de vous accompagner dans vos projets. Aujourd'hui, on a déjà identifié une centaine de projets sur l'ensemble des communes pour l'année 2026. Voilà, donc, et on a prévu 15 millions d'euros sur l'autorisation de programme. Donc, aujourd'hui, il y en aura peut-être d'autres qui vont arriver au cours de l'année. Donc vous comprenez tout à fait l'importance de prioriser vos dossiers dans les communes pour que on puisse réellement prendre en compte en 2026 les projets que vous souhaitez faire en premier, parce qu'on ne pourra pas évidemment faire tous les projets qui ont été chiffrés au cours de l'année 2026, même en mettant beaucoup de finances derrière, comme l'a dit Corinne. Sur la partie éclairage public, donc un point important, on va retenir un chiffre déjà, c'est qu'à la fin de 2026, on aura atteint les 70% de l'aide sur l'ensemble du parc qui est exploité par le CIGERLI, alors qu'on finira l'année 2025 à 60% de l'ensemble du parc qui est exploité. Voilà. Et je vous rappelle qu'en 2025, on a eu 8000 points lumineux en plus qui sont arrivés dans le volume des points qui sont gérés par le CIGERLI, puisque des communes nous ont délégué des éclairages publics. Donc voilà, c'est des points qu'il faut prendre en compte. Donc forcément, ça fait beaucoup de chantiers à mener pour arriver à passer tout au LED. Donc on aura 15 millions d'euros aussi qui seront mobilisés pour ce sujet-là sur les LED en 2026. Un petit zoom sur l'éclairage public. Comme vous le voyez, on a mis quelques chiffres quand même là avec quelques graphiques. Donc vous avez les dépenses de maintenance sur le graphique du haut, avec un montant qui a atteint une petite bosse en 2023-2024 et puis qui commence un petit peu à diminuer en 2026. Alors que, vous l'avez compris, on a 8000 points lumineux en plus par rapport aux années précédentes. Donc ça veut dire que globalement, le prix de la maintenance par point lumineux a beaucoup baissé au cours des années qui viennent de s'écouler. Et vous voyez donc bien sûr aussi sur ce graphique le nombre de points lumineux en LED, qui n'est pas du tout étranger au fait que les dépenses de maintenance par point lumineux ont diminué. Et puis vous voyez bien sûr aussi l'augmentation du nombre de points lumineux, puisqu'on est passé de 70 000 à plus de 80 000 aujourd'hui, points lumineux gérés par le CIGERLI. Alors le graphique du dessous, on ne voit pas très bien le 13 là, mais il y a 13 millions d'euros, c'est ce qu'il faut retenir. C'est le chiffre à retenir. C'est ce qu'on a estimé être l'écart de dépenses qui a été généré par le passage des éclairages publics en LED sur la période 2022-2026. Donc le passage en LED, ça a permis d'économiser globalement sur l'ensemble de ces 4 années 13 millions d'euros sur nos communes. C'est quand même quelque chose qui est notoire, qu'il faut vraiment prendre en compte. Alors que, et vous voyez donc en bleu, c'est les charges d'énergie réelles. Et on voit qu'en 2026, on aura à peine plus que ce qu'on avait comme charge d'énergie en 2022,
alors qu'on a plus de 10 000 points lumineux en plus et qu'on a aussi un prix d'énergie qui a quasiment doublé pour l'éclairage public. Voilà, donc l'effet des LED, c'est extrêmement important et il faut que vous l'ayez à l'esprit, hein, parce que c'est quand même le bilan qu'on peut tirer du mandat et des actions fortes qu'on a menées, même si ce n'est pas parfait, même si on n'a pas pu faire encore l'ensemble de tous les points lumineux de toutes les communes, hein, puisqu'on va atteindre des 60% à la fin de cette année et qu'on continue encore pour quelques années. Alors, je crois que c'est à moi, du coup, qui remplace Pierre-Alain Millet sur la partie AODE et concessions. Vous rappelez que c'est une recette structurelle du syndicat, puisqu'elles sont liées aux redevances de concessions gaz et électricité. Donc, presque 5 millions de recettes sur ces sujets. Puis, ça reste quand même le cœur historique de ces syndicats et de la mutualisation des communes sur le sujet. Et que sur le fond, on continue de demander toujours la même chose à nos concessionnaires, un maintien d'investissement important, une accélération des raccordements des producteurs ENR qu'on constate de plus en plus lors notamment des comptes rendus d'activité des concessions. Un sujet qui est important à la fois en électricité mais aussi sur le gaz naturel, c'est la participation de nos concessionnaires à la lutte contre la précarité énergétique, mais c'est notamment le cas d'EDF dans le cadre des tarifs réglementés, mais EDF c'est aussi le fournisseur d'énergie qui a le service solidarité le plus dimensionné pour accompagner ses usagers et ses clients aussi, et que là-dessus on leur demande beaucoup et ils font au mieux dans un contexte extrêmement compliqué. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu la journée de lutte contre la précarité énergétique où on nous indique quand même un doublement des interventions pour impayés qui étaient autour de 600 000 et qui sont autour de 1 200 000 maintenant dans notre pays. Aussi un doublement de l'enquête du médiateur national de l'énergie qui dit que 36 personnes en 2024 ont dit avoir des difficultés à payer leurs factures. C'était moitié moins au tout début du mandat. Donc un vrai sujet sur lequel les pouvoirs publics doivent continuer à agir et nous, on agit aussi à notre niveau. Et si vous me suivez sur les réseaux, vous voyez souvent que je publie sur notamment le chèque énergie et avec une baisse de la dotation globale, voire même l'État considère qu'il n'y aurait plus que 3 800 000 ménages qui devraient bénéficier automatiquement du chèque alors que les dernières années, elle a versé le chèque énergie à un peu plus de 5 millions de ménages. Je ne pense pas qu'en un an, nous ayons perdu 1 200 000 ménages qui sont en précarité monétaire, parce que c'est comme ça qu'est calculée la dotation pour le chèque énergie et ses bénéficiaires. Et le gaz naturel, toujours les mêmes sujets, maintenir la qualité du réseau de distribution et réduire aussi les dommages aux ouvrages, parce que lorsque ça arrive, c'est une vraie problématique. Concernant le groupement d'achat, que ce soit sur l'électricité ou le gaz, rappelez que le Cigerli est un gros acheteur d'électricité pour vous, communément, mais aussi pour d'autres, parce que le groupement d'achat, il a aussi d'autres personnes que les communes membres. Je peux citer le musée des Confluences, différents CCAS, des établissements scolaires en direct, et que pour le marché de gaz qui servira pour les années 27 à 29, puisque je finis par être perdu dans les dates, la métropole pour les collèges passera par le Cigerli. Donc ça fait un groupement d'achat d'autant plus conséquent pour le gaz. Voilà pour cette partie-là, et je laisse la parole à Philippe Guelpa-Bonaro. Merci Eric. Et sous un petit air de salsa, je vais enchaîner par la direction CEP. Voilà. C'était sympa, mais c'est encore un peu tôt pour la soirée dansante. Côté CEP, donc CEP n'est plus, la CEP devient DATE, comme le président vous l'a dit tout à l'heure. Direction accompagnement, transition énergétique ou territoire et énergie, c'est ça qui est intéressant aussi parfois avec les acronymes, c'est qu'on peut faire passer différents messages, mais qui sont cohérents.
L'idée, c'est de refléter plus clairement la diversité des missions, stratégie patrimoniale, exploitation, accompagnement au projet, énergie renouvelable, suivi énergétique et financement. La réorganisation prévoit 2 secteurs géographiques avec des missions identiques et un interlocuteur unique par commune. Moins de communes, par chargé de mission pour un suivi donc plus approfondi et homogène. C'est aussi une harmonisation des pratiques en réponse aux difficultés identifiées, notamment dans les process, les outils et la qualité du service. Et donc l'objectif, c'est un accompagnement plus lisible, plus réactif et plus expert pour les communes. Le deuxième point important et on peut passer, je crois, à la slide suivante, c'est le déploiement du système de management de l'énergie et de la plateforme Citron, qui sera donc l'outil central pour la collecte et la fiabilisation des données, l'analyse des consommations, le pilotage des actions énergétiques, la construction des feuilles de route patrimoniales. Des formations Citron seront assurées pour l'ensemble des communes ayant l'outil et une prise en main est vraiment indispensable de la part des communes. Un troisième point qui relève du marché AMO Exploitation qui a été passé en novembre et qui va permettre de déléguer une partie du suivi opérationnel des contrats, de sécuriser la qualité d'exploitation, d'améliorer la réactivité sur les dérives et puis de recentrer aussi les équipes des ATE sur la stratégie, la rénovation et l'accompagnement opérationnel. Il répond au constat d'une charge trop lourde en exploitation pour les agents et d'un besoin d'harmonisation des pratiques. Et puis enfin en 2026, c'est l'année clé de la refonte de l'offre de services avec la mise en place d'une nouvelle organisation, avec ces outils dont je viens de parler, avec donc un service repensé sur la clarification des prestations, la structuration des processus, la définition des temps d'accompagnement et la création d'un référentiel qualité partagée. Cette refonte, elle sera intégrée, réfléchie avec vous, co-construite avec vous et donc intégrée dans les nouvelles conventions proposées aux communes en janvier 2027. Voilà pour ma part. Je repasse la parole à... Alors oui, on n'était pas passé à la slide d'après, mais ça c'était pour la MO exploitation. Mais c'est des choses que vous connaissez et que vous pourrez retrouver dans le rapport. Oui, c'est un rappel des différents dispositifs, notamment que ce soit pour le dispositif Bâti Plus sur le bâtiment avec les avances remboursables sur 15 ans, vous connaissez, même si je remarque une dynamique à la baisse, on va dire que c'est une année de fin de mandat et qu'il y aura une année de début de mandat qui va peut-être moins mobiliser ces sujets, mais pour autant, notamment si on doit répondre aux objectifs du décret tertiaire, vous aurez dans le mandat prochain à vous emparer fortement de ça. Et le deuxième, c'est plutôt sur la partie photovoltaïque, là, des avances remboursables, là encore, sur 15 ans, mais avec des coûts qui sont modérés par rapport à une rénovation énergétique de bâtiments. Alors, le plaisir d'être aussi Gerli quand on est président, c'est quand les vice-présidents sont pas là, on doit les remplacer. Voilà. Et je suis pas toujours sûr de complètement tout maîtriser les sujets, mais je vais m'y employer ce soir. En ce qui concerne les systèmes d'information, acteur clé quand même pour toute collectivité et toute structure, parce que si ça ne fonctionne pas aujourd'hui, on ne peut plus rien faire. C'est continuer d'adapter l'environnement de travail et les outils aux enjeux de demain. Donc c'est principalement aussi donner les logiciels, progiciels, plateformes d'utilisation en interne pour nos équipes pour qu'elles continuent à travailler de manière efficace. Et même si beaucoup sont des experts en Excel, les tableaux Excel, c'est bien. J'aime bien ça, j'avoue. Mais c'est pas quand même ce qu'il y a de mieux pour travailler en équipe. Donc on remercie beaucoup l'équipe des SI d'avancer sur les commandes des services opérationnels, tout en essayant de maintenir un budget qui est autour de 500 000 €. Et au vu des coûts des prestataires et des fournisseurs de logiciels, un budget de 500 000 €, voilà, on sert un petit peu de partout pour arriver à rentrer dedans. Et puis une fois qu'on l'a acquis, vous le savez comme moi, il faut payer l'exploitation d'une année sur l'autre. Et puis il y a des sujets de nouveaux services qu'on souhaite développer, notamment l'utilisation de l'extranet pour que vous ayez aussi accès à un certain nombre de données, pas encore assez utilisées, je pense, quand on en discute avec les élus lorsqu'on vient en commune. Des sujets de sécurité informatique
Et je vous le disais, il y a encore pas très longtemps, on a eu un sujet d'attaque que nous avons su bien gérer par l'intermédiaire d'un logiciel qu'utilisent les équipes du service éclairage public Géolux. Voilà, mais l'attaque s'est arrêtée là parce qu'il n'a pas réussi à aller plus loin. Mais sinon, on aurait été bien embêté qu'il pénètre sur le serveur du CIGERLI, puis bien sûr continuer de cartographier nos réseaux, que ce soit d'éclairage public, les plans de corps de rue simplifiés, le géoréférencement et tous les sujets qui nous permettent d'avoir des travaux de la part de nos prestataires en toute sécurité. Voilà pour la partie SI. Pour la partie moyens généraux, un petit peu en lien avec ce que les équipes du système d'information peuvent faire, c'est aussi de donner des moyens logistiques aux équipes pour avancer sur les sujets, que ce soit les locaux ici, mais que ce soit aussi des outils opérationnels, que ce soit un e-parapheur, que ce soit un logiciel de courrier, que ce soit la tenue et la gestion des assemblées. Si nous n'avions pas une équipe des moyens généraux, nous ne pourrions pas réaliser nos comités. Vous relancez X fois pour que vous soyez bien au rendez-vous ce soir. Et même ceux qui ne sont pas au rendez-vous ce soir. Et puis il y a un sujet sur les moyens généraux avec finaliser de transformer la flotte automobile, parce que nous avons encore quelques véhicules thermiques. Donc vous voyez un budget d'investissement de 45 000 euros et on vous précise bien qu'il y aura des recettes avec vente de véhicules thermiques. Et puis, sur la partie affaires juridiques et marché, non, j'aurai encore la communication ensuite. Tout ce qui concerne, je voulais faire un petit focus sur les équipes marché public, parce qu'en fait, dans ce mandat, et on aura peut-être l'occasion de le redire, on a quand même presque doublé les investissements. On a été chercher des nouvelles communes, récupérer des compétences plutôt de nouvelles communes, aller plus loin sur un certain nombre de sujets qu'on faisait. Et comme on a une collectivité, pour traduire tout ça et vous offrir les moyens d'avancer sur ces sujets, on doit passer des marchés publics. Et je pense que nos services marchés auront fortement accompagné les équipes opérationnelles, mais du coup auront eu un travail assez fourni quand on n'a pas décidé de remodifier nos marchés et de les repasser quand on trouvait qu'ils n'étaient pas assez profitables pour vous, ce qui a été le cas notamment en éclairage public et dissimulation des réseaux. Mais voilà, les équipes permettent aussi de sécuriser ça dans la possibilité de faire ça de manière légale, comme elles savent le faire et nous conseiller, et puis de proposer des nouvelles choses avec la mise en place d'une centrale d'achat. Donc j'évoquais tout à l'heure le marché isolation des combles perdus, mais aussi plus tard dans l'année 2026, un marché autour des illuminations festives. Là, contrairement à ce qu'on fait actuellement, on pose des pauses pour que vous puissiez avoir vos illuminations. Là est plutôt l'idée de conception et d'une vision qui amène plutôt une valeur ajoutée de la part des équipes, contrairement à de la pause ou des pauses, qui est plutôt un sujet logistique. Et puis, le fameux spazer, sans quoi, si je n'en parle pas, le vice-président Chic ne serait pas content. Donc il y a un travail aussi sur ces sujets d'achat responsable et durable. Alors ça se traduit par un budget de fonctionnement de 37 000 euros, mais c'est surtout des équipes qui travaillent et qui ont une expertise et une compétence assez forte pour pouvoir arriver jusqu'à la passation et la validation des marchés par les élus, et ensuite les différents sujets qui nous occupent. Et enfin, la partie communication, où on souhaite apporter des ressources aux équipes et aux communes membres, ainsi qu'à la métropole de Lyon, et aussi aux délégués du comité. L'un des sujets principaux dans une année 26, qui sera une année de passation entre les différentes équipes, moi, j'ai mis le curseur aussi sur la capacité à intégrer au mieux les représentants élus sur nos différentes thématiques énergie, et surtout vraiment ce que fait le CIGERLI au quotidien et comment nos délégués peuvent mobiliser le CIGERLI. Et j'ai trouvé, peut-être aussi parce que on a tous débuté le mandat dans une période de crise sanitaire qui s'est un petit peu étendue. Parfois, on n'a pas su faire ce lien assez, et dans la durée, on l'a un petit peu perdu. Et les membres délégués ne savent pas toujours complètement, hormis ce qu'on dit en comité, comment mobiliser le CIGERLI. Donc l'idée vraiment, c'est information, formation, et que vous ayez la petite mallette CIGERLI, entre guillemets, les outils clés en main pour avancer dans le futur mandat, pour ceux qui seront renouvelés, les nouveaux,
Et voilà, je crois que je laisse la parole à Vinciane. J'ai été trop vite. Oui, merci. Donc, on est sur la partie ressources humaines. Donc, effectivement, et d'autant plus pour mettre en place tout ce qu'on a évoqué, et puis pour vous mettre à disposition des compétences et de l'ingénierie, eh bien, il faut voilà, des ressources humaines qui portent bien leur nom, avec voilà, un accompagnement aussi qu'on a voulu des services pour les adapter à la fois à l'évolution de vos demandes. Comme on a expliqué, on a augmenté la gestion des points lumineux, on a rendu plus qualitatif le suivi des communes, tout un gros travail aussi de réorganisation en plusieurs phases pour gagner en efficacité, je dirais en efficience aussi. En ce qu'on appelle aujourd'hui l'agilité, voilà, qui a été un gros travail. Je remercie encore notamment le service ressources humaines et Claire Toppo en particulier pour ces grosses étapes de réorganisation et tous les services bien sûr qui ont travaillé ardemment là-dessus. On avait aussi tout un enjeu sur la démarche RSO et la santé et qualité de vie au travail. On a notamment désigné deux référents QVT et prévention des risques professionnels. Donc j'en profite pour les saluer, Philippe Chapuis et Inès Soltani, qui voilà, ont démarré ce travail-là et qui continuent. Le CGRLI, c'est donc au 31/12/2025, 54 agents, dont 2 apprentis, une répartition de 33 titulaires, 19 contractuels, et, une répartition entre catégories A, B et C, comme vous voyez, 24 femmes et 30 hommes, une moyenne d'âge de 41 ans. Un budget donc, qui est de 3,5 millions et qui représente 10% des dépenses réelles de fonctionnement. Là, on vous a un petit peu imagé l'évolution des charges de personnel. Donc, vous voyez qu'on a effectivement suivi le besoin, comme je vous disais, d'accroissement de l'activité, de gestion des communes qui sont rentrées, enfin, en tout cas, qui ont délégué leurs compétences, notamment en éclairage public. Et puis, tout un service, voilà, notamment le conseil en énergie partagée, maintenant DAT, un ensemble de services à votre disposition aussi. On vous a fait figurer également le projet Elena, qui prend en charge une partie des charges de salaire, enfin en tout cas des rémunérations, ce qui vous permet de voir aussi comment on s'appuie sur ce genre de dispositif pour voilà, avoir un développement raisonné, mais qui profite des opportunités qu'on vous met à disposition ensuite. Donc c'est vraiment de l'investissement bien placé pour vos communes. Voilà. Merci à chacune et chacun d'entre vous là, pour vos explications et orientations. En fonction donc, de ces hypothèses, nous pouvons créer un budget et puis surtout y retrouver, donc, vous voyez à l'écran, les autorisations de paiement, donc les anciennes et les nouvelles, la nouvelle qui va arriver. Donc, nous nous appuierons sur la bonne gestion dont vous avez eu la chance de voir au fil de ce mandat. Donc, la bonne gestion passée pourra continuer la dynamique et notre mise au service des communes sans donc surcharger la dette. Donc, ça doit être la diapo suivante. Voilà, merci. Et puis, j'aurais tendance à dire, en plus de merci à toutes les équipes qui ont travaillé, que ce dernier budget du mandat doit permettre de rester auprès de vous à nouveau. Et dans le domaine de la transition énergétique, de jouer le rôle d'amortisseur et de catalyseur. Donc j'attends vos remarques, questions, et nous pouvons revenir sur tous les chiffres que sur lesquels vous avez envie de revenir. C'est la première question la plus difficile. On est censé avoir un débat. Hein. Donc sinon, je passe si vous ne parlez pas, je vous menace de passer le micro au président qui, lui, va nous poser des questions.
Non, bah après, si on a été suffisamment clair, c'est une bonne chose. Après, on peut aussi essayer d'éclairer un petit peu plus ces différents chiffres qu'on a pu vous donner ce soir. Moi, je voulais un petit peu redire, vu que c'est le dernier débat d'orientation budgétaire du mandat, avant le dernier budget du mandat 2020-2026, rappeler que pour les bâtiments audités par nos conseillers en énergie partagée, c'est plus de 2000 bâtiments suivis par an, que depuis le début du mandat, on aura fait 225 études, que ce soit en interne ou en externe. En éclairage public, on aura modernisé plus de 35 000 points lumineux. On est passé d'un petit peu plus de 68 000 points lumineux gérés en 2021 à presque 85 000 en 2025. On est à presque 60, on sera à 60% passé en LED à la fin de l'année, avec l'AMI sur le photovoltaïque, 2 MW crête de puissance installée. Sur les IRVE, maintenant, on aura 20 bornes gérées en exploitation par le CIGERLI, que j'avais demandé un petit exercice de style aux équipes sur le conseil en énergie partagée. Pour les communes, ça représente un suivi de plus de 6250 euros, 6250 heures par an. Voilà, que sur les aides obtenues, que ce soit Elena, que ce soit les différents AMI actés avec ces différents noms d'arbres, on en a eu pour près de 29 millions d'euros qu'on a été chercher de subventions. Donc de l'investissement, du fonctionnement, plus tout ce qu'on accompagne pour aider à ce que vous obteniez notamment des dotations de la DSIL par la préfecture, du fonds vert qu'on a pu obtenir une année sur l'éclairage public. Alors voilà, c'est aussi un petit peu faire vivre cette dernière année et puis l'année qu'on a vécue, puis rappeler que, tout à l'heure tu as précisé un contexte particulier et difficile en 2026 pour les finances publiques. On aura connu quand même durant ce mandat collectivement un contexte particulier et difficile avec différentes crises qui nous ont tous impactés au quotidien et dans l'exercice de nos différentes fonctions et mandats. Particulièrement nous, quand il y a eu une crise des prix de l'énergie, donc je crois qu'on n'en a jamais autant parlé. Je le dis souvent, vous m'avez déjà entendu le dire, mais je pense que Pierre Abadie, il a connu quand même des courbes de l'énergie assez stabilisées. Moi, j'aurais quand même eu à vos côtés des courbes parfois un peu inquiétantes et sur lesquelles il a fallu gérer au mieux ces changements budgétaires, parce que c'était ça derrière. Au fond, cette année, on vous propose un budget stable, mais qui reste ambitieux, qui est assez proche du budget 2025. De vous montrer aussi qu'on aura été sérieux durant cette conjoncture pas toujours évidente, et vous nous avez fait confiance parce que ces budgets ont toujours été votés largement favorablement. Comme ça le montre, et ça le montrera aussi dans le cadre du vote du budget l'année prochaine, on a mis en place un cercle vertueux que malgré la hausse des prix de l'énergie, on a su, tout à l'heure, Jean-Philippe le montrait sur le maintien des charges de fonctionnement, sur la maintenance éclairage, exploitation éclairage public, qu'on a essayé de maintenir nos charges de fonctionnement quand tout augmentait, tout en essayant d'augmenter la masse salariale, parce qu'on en parlait encore tout à l'heure sur le conseil en énergie partagée. On avait besoin aussi d'avoir des gens compétents, et d'avoir des gens compétents, il faut les payer correctement. Qu'en face, on a presque doublé les investissements, mais que ça fait vous nous les rembourser ensuite dans le cadre de votre contribution. Mais en fait, c'est une partie de la contribution, et surtout c'est lissé sur 15 ans. Donc un 15e d'impact annuel pour nos recettes. Voilà. Donc on fait aussi de l'avance de trésorerie pour vous. Malgré tout, on a su préserver un autofinancement assez élevé, là où les prix de l'éclairage public, les prix de l'électricité pour l'éclairage public viennent gréver directement nos budgets, que si on n'avait pas fait cet effort de transformation du parc éclairage public, on aurait eu 13 millions de plus à sortir, et ça nous aurait mangé une grande partie de notre trésorerie. Voilà, donc au final, on a presque doublé nos investissements. On a un encours de dette qui sera quasiment égal au début du mandat, avec un autofinancement qui a été en partie dégradé par la hausse des prix de l'électricité. Je trouve que c'est un exercice de style qui n'était pas évident, mais qu'on a su mener.
Et voilà, comme l'a dit aussi Vinciane, on l'a fait en étant accompagné par des équipes et pour lesquelles on a pu travailler, on a pu avancer, rajouter des équipes si besoin, travailler avec elles aussi leurs conditions de travail avec des nouveaux locaux, ce qui n'était pas le cas, ce qu'on avait avant. Alors, moi, je trouve que ce qu'on a fait, on a agi et ça a payé, ça se traduit par le financier et le budgétaire. Et ben après, va falloir faire mieux, sans doute aller chercher plus de recettes, mais ça va nécessiter de faire évoluer le modèle économique et ça sera à travailler dès le début du prochain mandat. Donc si vous n'avez toujours pas de remarques ou de questions, je vous propose de voter la prise d'acte qu'un débat d'orientation budgétaire a bien eu entre nous. Non, je ne vois toujours pas de main qui se lève. Le vote est ouvert. Petit souci informatique là, si qu'une seule personne vote, non. Donc si les services peuvent me dire ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez voter? Voilà, on relance le vote. Alors le vote n'est pas lancé car quand vous faites OK, il ne se passe rien. Alors, merci pour ce vote à l'unanimité. Je vous propose de passer à la suite et je redonne le micro à Corinne Subaille. Alors, avant le budget, comme tous les ans, je vous propose d'ouvrir les crédits d'investissement qui nous permettront de fonctionner et surtout de payer nos factures travaux. Et donc, les ouvrir à hauteur de 1/4 du budget des crédits ouverts en dépenses d'investissement en 2025. Vous avez les chiffres sous les yeux. S'il y a des fans de chiffres, je peux les lire. J'adore ça. Mais bon, on me bride alors. Et donc, on va pouvoir passer au vote s'il n'y a pas de questions. Il y a une question. Monsieur Godino. Non, c'est pour finir l'année. Enfin, pour finir les travaux. Et donc pour commencer les travaux. Et ensuite, on a le premier trimestre, en gros, où on va commencer les travaux et on a des factures à payer. Puis ensuite, il va bien falloir qu'on ouvre le crédit. Ouais. C'est juste pour un mois. Un mois. Ça devrait aller, 1/4. Oui, vraiment, il y a un gros dépôt de facture. On a peut-être des grosses factures, Monsieur Riera. Elles sont conséquentes. Très bien. Merci. D'autres questions ou remarques? Non. Je vous propose donc de passer au vote. Eh bien, merci pour cette belle unanimité. En ce qui concerne les autorisations de paiement, donc nous ajusterons donc les crédits des anciennes et intégrerons celles de 2026 qui correspondent au nouveau projet. Et donc, je vous propose le tableau suivant. Voilà. Il doit y avoir... Oui, si. Oui, c'est ça. Il me semblait qu'il m'en manquait.
Donc si on continue, donc vous voyez les anciennes, les nouvelles qui arrivent. Et donc, en fait, je vois rien. C'est celle encore après, oui, c'est celle-là. Voilà, celle-là. Donc le montant que je cherchais, c'était celui-là, celui de 30 millions d'euros. Donc il correspond à l'AP 2026-2029 avec la répartition suivante. Donc 6 600 000 en 2026, 7 800 000 en 2027, 8 900 000 en 2028 et 6 700 000 en 2029. Donc c'est la nouvelle AP que nous vous proposons. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Bon, très bien. Passons donc au vote. Merci pour cette unanimité. En ce qui concerne les contributions provisoires, donc pour disposer de la trésorerie nécessaire, toujours pareil, comme tous les ans, nous demanderons que le Trésor public nous avance la fiscalité par 12e. Donc c'est la demande qui va être faite. Est-ce qu'il y a des questions ? Eh bien, nous pouvons passer donc au vote. Donc, unanimité, merci. Et puis alors, je suis ravie, mais alors vous n'imaginez pas à quel point tout le bureau se moque gentiment de moi parce que je fais la fête à chaque fois qu'on en parle. Je vous avais promis qu'on mettrait tout en œuvre pour supprimer ce budget annexe. Et oui, nous y sommes arrivés grâce à la ténacité des services que je tiens quand même à remercier. Donc voilà, donc c'est la fin du budget annexe photovoltaïque. Quelque chose qui était pas juste, qui n'était pas logique. Donc je vous propose de voter les modalités administratives pour entériner cette clôture du budget annexe. Donc d'approuver, donc je vais le lire parce que ça me fait plaisir. D'approuver la clôture du budget annexe des installations photovoltaïques au 31 décembre 2025, d'approuver l'intégration de cette activité donc au budget principal à compter du 1er janvier 2026, de décider de procéder au transfert des résultats de clôture du budget annexe vers le budget principal. Ces résultats seront repris au budget principal après le vote du compte administratif 2025. De décider de réintégrer l'ensemble de l'actif et du passif du budget annexe au sein du budget principal. S'il n'y a pas donc de questions, je vous propose de passer au vote. Merci pour cette unanimité. Je suis vraiment contente.
pourra faire la fête tout à l'heure. En ce qui concerne le délai global de paiement, donc, pour nous faire rembourser les intérêts moratoires que nous devons verser à certaines entreprises, donc pour nous faire rembourser par la trésorerie de Bron, on est un peu obligé de passer par, on est même carrément obligé de passer par une délibération, et donc c'est la délibération qui vous est proposée. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Eh bien, à ce moment-là, je vous propose de passer au vote. Délibération adoptée à l'unanimité. Je remercie Corinne Subaille pour la présentation de ces différentes délibérations. Je remercie les services finances sous la houlette de Claire Topneau et de Nathalie Maman, mais du coup de l'ensemble des services. Parce que si chacun ne fait pas remonter ses besoins, on ne peut pas arriver à bâtir un budget, et ce budget-là permet de réaliser vos différents projets. Délibération suivante, je laisse la parole à Jean-Philippe Chaunet. Voilà, donc ça va être assez bref. On avait pris une délibération au mois de juin pour adhérer à la LTE 69, l'Agence locale de la transition énergétique, qui est le pendant de la LEC de la métropole, pour les 8 communes qui ne sont pas au sein de la métropole. Donc on n'avait pas le montant de la cotisation lors de cette délibération. Donc on est obligé de prendre une nouvelle délibération pour fixer le montant de la cotisation qui s'élève, comme vous pouvez le voir, à 486 € pour une année, quelle que soit la date d'adhésion. Voilà, donc je ne serai pas beaucoup plus long. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc on va vite passer au vote sur ce sujet-là. Bon, ben comme Pierre-Alain n'est pas là, je te laisse. Oui. je supplée. Non, il nous manque le résultat du vote. Délibération adoptée à l'unanimité. On passe à la suivante, et la suivante concerne les délibérations de compétences particulières sur les concessions de distribution publique de gaz et d'électricité. Je rappelle là-dessus que ce sont les délégués de la métropole de Lyon, puisque les communes de la métropole sont donc représentées par les délégués métropolitains dans ce cadre-là, donc un délégué égale 4 voix pour la métropole de Lyon, et que par contre les délégués des 8 communes hors métropole votent aussi, un délégué égale 1 voix. La majorité simple, adoption au-delà de la moitié des suffrages exprimés, sauf mention spécifique dans les délibérations. Ça va aller assez vite, puisque cela concerne la convention article 8 Enedis-Sigerli sur les travaux amélioration esthétique des ouvrages. Je rappelle que le cahier des charges pour la concession de distribution d'électricité prévoit une participation financière du concessionnaire aux travaux d'amélioration esthétique. C'est le fameux article 8, en référence à l'article concerné dans le cahier des charges, et que la convention qui est proposée pour les années 26 et 27 fait état d'une contribution annuelle ferme de 400 000 € hors taxe, à laquelle se rajoute une majoration de 20 000 € hors taxe si résorption de plus de 50% de fil nu. Et j'en profite pour soutenir la position de Pierre-Alain Millet, notre vice-président, que je supplée sur cette délibération, qu'il serait temps d'arriver à négocier quelque chose de plus pérenne et plus pluriannuel avec Enedis, afin de ne pas la délibérer, surtout de ne pas avoir à la négocier régulièrement avec notre concessionnaire. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques.
Je ne pense pas. Dans ce cas-là, je vous propose de passer au vote. Délibération adoptée à l'unanimité et je vais laisser la parole à Jean-Philippe Chaunet pour la dernière délibération de ce soir. Donc en fait, on ne va pas faire une délibération puisque c'est le bureau qui est compétent pour ce type de convention. Par contre, ce qu'on souhaite ce soir, c'est vous faire une information sur les évolutions de la convention d'usage des appuis communs avec Orange. Donc on va peut-être voilà. Bon, un petit peu rappel du contexte. Bon, c'est quelque chose qui a été démarré en 2008 avec à l'époque France Télécom, hein, qui est devenu Orange par la suite. Vous le savez tous. Voilà. Donc on a eu une première convention qui a été signée à partir de 2006-2008, pour que France Télécom, donc Orange maintenant, participe aux travaux de dissimulation des réseaux. Après, il y a eu des avenants. Il y a eu des avenants en 2011, un avenant en 2021, qui a modifié la répartition financière entre Orange et le CIGERLI, donc les communes, hein, donc vous. Puisque on est passé à une prise en charge par Orange du coût des études et des travaux de câblage qui est à 82%. Donc c'était une opération qui était intéressante pour le syndicat parce qu'il restait plus que 18% à sa charge. Voilà, donc le deuxième avenant de 2021 a été passé avec ses modalités financières. Et on avait aussi négocié avec Orange, parce que ça intéressait tout le monde à ces époques, que c'était le CIGERLI qui faisait les travaux de câblage en délégation d'Orange. Ça intéressait Orange, donc du coup ça nous intéressait aussi à l'époque, puisque ça permettait d'aller plus vite sur les chantiers, puisqu'il n'y avait pas besoin de faire intervenir une entreprise de plus pour faire le câblage. Bon, et à cette époque, on avait négocié que le coût qui était remboursé ou qui était pris en compte par Orange, c'était le coût prévu par Orange. Très important, le coût prévu. Voilà. Voilà. Et on s'aperçoit aujourd'hui, mais que ce soit Orange ou nous, hein, que le coût prévu par Orange, il est 30% inférieur au coût qu'on constate, nous, sur les chantiers. N'est-ce pas, Sébastien, hein? Voilà. Donc, ça nous pose plein de questions, et on a quand même quelques chantiers en cours qu'on n'a pas encore fini de traiter. Et puis, il y a également des aléas qui sont pas pris en compte. Parce que le coût prévu, une fois qu'il est prévu, ils ne veulent plus le modifier. Donc, du coup, on a des aléas sur les longueurs, sur le nombre de branchements. Parce que quand on fait une étude au départ, voilà, il y a des modifications, il y a des choses qui se produisent. Tout n'est pas comme c'est marqué sur les plans. Et donc, en général, c'est plutôt des coûts supplémentaires, malheureusement, et pas des coûts en moins. Voilà, donc aujourd'hui, on a échangé avec Orange, on échange encore avec Orange, on n'a pas fini d'échanger parce que on a encore des négociations en cours, mais donc on souhaite aujourd'hui dénoncer cette convention. Alors c'est d'un commun accord avec Orange, hein, parce qu'on sait qu'on n'arrive plus à avancer là-dessus. Et donc on propose aujourd'hui à Orange de négocier une convention d'enfouissement dans laquelle Orange reprendra la maîtrise d'ouvrage des travaux, hein, puisque ils font moins cher que nous, donc autant qu'ils fassent moins cher et que ça bénéficie du coup aussi aux communes, hein, puisque 30%, c'est pas négligeable. Et donc on est plutôt aujourd'hui en train de travailler sur un modèle national
qui est le modèle qui a été négocié par la FNCCR. Et pour ceux qui étaient là, les comités d'avant, je vous rappelle qu'on a pris l'abonnement à la FNCCR pour la Fédération nationale des collectivités concédantes et des régies sur le volet opérateur de téléphonie, de télécom, enfin, etc. Donc tout ce qui est numérique. Donc du coup, on s'appuie beaucoup en ce moment sur la FNCCR pour nous aider dans les négociations avec Orange, qui ont déjà eu lieu au niveau national et qu'on voudrait du coup appliquer au niveau local. Voilà, donc c'est quelques informations sur l'évolution. Voilà, à un moment, ça marchait bien de faire comme ça, c'était dans l'intérêt de tout le monde. Bon, aujourd'hui, il semble que voilà, ça soit un petit peu plus compliqué de fonctionner comme on faisait avant, donc on essaye de faire autrement et de défendre mieux les intérêts des communes pour que le coût de la mise en souterrain des réseaux numériques se passe au mieux. Sachant qu'en plus, on tombe dans une période, mais vous le savez tous, où on approche de la fin du réseau cuivre. Voilà, donc ça veut dire que dans les prochaines années, progressivement, on n'aura plus que des réseaux en fibre optique à enterrer et non plus des réseaux cuivre, puisqu'en 2030, ça sera fini. Il n'y aura plus de réseaux cuivre à enterrer, mais progressivement, il y a des paquets de communes qui passent. Et il y avait encore une réunion en préfecture hier qui commençait à lancer l'abandon du cuivre pour beaucoup de communes à partir c'était 2029. Voilà, et il y a encore des phases qui arrivent après. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions sur ce point-là. Donc c'est une information qu'on souhaitait vous faire et qu'on vous souhaitait que vous puissiez la partager avec nous. On est dans la refonte globale de toutes nos relations avec les opérateurs numériques et on a parlé par le passé de Prise Télécom qui avait repris le réseau de l'EPARI. Il y a encore SFR qui a aussi des réseaux sur le territoire. Voilà, donc il y a encore du travail et avec les services, on travaille beaucoup dessus. C'est surtout eux qui travaillent beaucoup, qui y passent beaucoup de temps. C'est un sujet qui est difficile et on est content de pouvoir s'appuyer sur la FNCCR sur ce dossier-là. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Eh bien, pas de questions et comme vous l'avez compris, c'est une information, donc il n'y aura pas de vote sur le sujet. Le bureau pourra entériner les décisions prises sur ces différents sujets. Alors, avant de vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année, vous rappelez que le dernier comité du mandat 2020-2026 aura lieu le 4 février 2026, et le lieu n'est pas à définir, ça sera encore à Villeurbanne. Nous terminerons à Villeurbanne. Et avant de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et de vous permettre d'aller vous restaurer, en fait, je partage avec vous, j'essaie de gagner du temps parce que nous allons finir tôt et le traiteur n'est pas prêt. Voilà, je suis transparent, mais je sais qu'il y a à minima une question diverse et que si vous en avez d'autres, nous pourrons la traiter maintenant ou quand le traiteur sera prêt. Mais normalement, une main va se lever. Oui, je la vois. Je vois pas. En fait, je vois parce que je sais qui doit me poser une des questions. Et l'autre, je vois pas. J'avoue que je vois pas très bien. Alors, il y a Thierry Saunier pour Albini et il y a une autre question. Oui, M. Vincent, oui, maire de Limonest et conseiller métropolitain. Moi, je vous pose la question concernant le versement du dernier solde de l'accise, c'est-à-dire de la taxe sur l'électricité. Ça fait déjà plusieurs années que ça ne fonctionne pas, puisque les communes sont obligées d'assurer la trésorerie et l'État n'assure pas sa mission. Donc là, il faut quand même prendre le taureau par les cornes et... Moi, je voudrais bien que la préfecture vous donne cet arrêté qui vous permette de nous verser les sommes. On arrive à la fin de l'année, les exercices budgétaires vont bientôt être clôturés. On a aussi parfois des prêts relais, donc c'est pas normal qu'on assure la trésorerie de cet ensemble. Merci. Max, merci pour cette question. Je partage que nous, Sigerli, qui... essayons de suivre ça au mieux au bénéfice des communes. Avons fait la demande, comme chaque année,
à ce que ce versement puisse arriver le plus tôt possible et que la réponse de la préfecture est le versement sera réalisé avant le 31 décembre 2025, sans plus d'informations et plus d'écoute et d'échanges de leur part. Voilà, c'est pas évident, mais chaque année on demande la même chose, on n'est pas forcément entendu. C'est pas à toi que je vais le dire, puisque tu es un des maires, mais que les différents maires fassent tous la même demande. Peut-être qu'un jour, le corps préfectoral aura une réaction. J'ai de plus en plus de mal à le croire. Voilà. Voilà. Et du coup, versement d'un deuxième acompte le 10. Mais ce n'est pas la totalité, c'est un deuxième acompte. Voilà. Pour ce sujet qui, j'en conviens, est particulièrement casse-pied et dysfonctionnel. On remercie les services de la préfecture. Et donc, Monsieur Saunier, d'Albigny-sur-Saône, pose ta question doucement, car j'entends encore beaucoup de bruit à côté et je répondrai doucement. Bonsoir, Thierry Saunier, mairie d'Albigny-sur-Saône. On vient de recevoir de M. Rastier l'information que Engie deviendrait notre fournisseur d'électricité pour 2026-2028, il me semble. Il faut que je lise parce que je suis vieux, alors je ne me rappelle plus. Oui, au 1er janvier 2026, nouveau fournisseur d'électricité du groupement, toute puissance confondue, hors lot premium. Moi, j'ai plusieurs questions. La première, la plus basique. Donc, il y a un webmail qui est prévu le 9 décembre. Et est-ce qu'il y a, je sais que c'est difficile parce qu'on arrive en fin d'année, est-ce qu'il va y avoir une redite? Parce que malheureusement, on a tous des agendas un peu chargés et avoir un deuxième, je ne vais certainement pas avoir la possibilité, moi ou d'autres personnes, d'assister à ce webmail et c'est un peu dommage. Ça, c'est la première question. Je vous en prie, monsieur le Président, si vous voulez répondre à celle-là. Monsieur le Président, vous auriez pu, peut-être. Mais bon. Oui, comme tout un chacun, à partir du moment où il a la possibilité de l'être. Juste pour répondre à ta question, comme souvent sur ces sujets-là, en fait, c'est enregistré, donc il y aura la possibilité d'avoir accès au replay, d'avoir accès à toutes les informations. Là, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Sur ce type d'événements-là, on fait en sorte de les enregistrer, justement, parce que tout le monde n'est pas disponible à l'instant T pour qu'il ait l'information, sachant que c'est un sujet très important pour les communes et les services dans vos communes. Donc, je vais continuer. Est-ce que ça ne sera pas... donc, ça sera l'espace Bill. Je vois que la trésorière me regarde d'un seul œil, parce que je lui ai fait. Oui, il y aura l'espace Bill qui est l'espace de Engie. Mais est-ce que c'est pas redondant avec Citron, puisque Citron aujourd'hui fonctionne et amène de l'information aussi bien en électricité qu'en gaz, ce qui est quand même mieux que d'être obligé d'aller sur deux plateformes différentes. Et ma dernière question, c'est est-ce que vous avez ou est-ce que vous aurez un interlocuteur privilégié? Parce que moi, quand j'essaye d'avoir la documentation sur les puissances atteintes et sur les modulations qu'on pourrait réaliser par rapport à nos fichiers électriques, c'est impossible. Et donc, on ne peut pas faire de diminution tarifaire comme ça, sachant que quand on fait une diminution tarifaire, c'est pour un an, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, voilà. Merci. Alors, pour répondre à tes différentes questions, dont je n'ai pas forcément la réponse à l'heure actuelle et pour lequel je m'appuierai sur les services en charge de ces sujets. Sébastien va de lever la tête. Juste, je ne connais pas l'espace Bill d'Engie. J'imagine que c'est l'espace qui est donné aux clients comme on peut l'avoir sur d'autres espaces. Oui, mais à partir du moment où le fournisseur a forcément un espace dédié qu'il peut donner à son client, il est redondant avec un outil de suivi. Mais comme tu l'as dit toi-même, Citron, d'après ce que j'en ai compris, au-delà de toutes nos consommations, que ce soit électricité et gaz, permet de faire un certain nombre de choses qu'un outil de données transmises à son client ne permet pas nécessairement, et surtout permet au service aussi Girly de la date, de vous accompagner au mieux. Ouais, je sais, je suis bilingue.
Pardon, j'essaie vraiment de gagner du temps. J'espère qu'ils sont prêts à un moment donné, parce que j'ai faim aussi. Non, pour répondre à la question de Thierry, oui, peut-être redondant, mais après, ce qui compte, c'est vraiment la valorisation des données qu'on peut avoir et de la façon dont les services CEP vont pouvoir accompagner Albini ainsi que les autres communes. Et du coup, j'en ai oublié ta dernière question quand même. Oui. Oui, oui. Mais alors moi, du coup, je pense que là-dessus, nos équipes sont largement en capacité d'accompagner et de propositionner, ça n'existe pas, de proposer oui, merci, d'optimisation tarifaire, comme on peut le faire sur d'autres sujets. Non, je ne pense pas qu'on ait un interlocuteur dédié là-dessus. Je rappelle que le fonctionnement aussi de cela, même si Antonin a beaucoup plus les équipes d'Engie en lien avec nous, on suit les cours des marchés de gros au quotidien, et là les équipes savent à quel point je les suis, parce que je les regarde plusieurs fois par jour, et que je peux vous annoncer quand même que les marchés de gros en électricité baissent fortement depuis un mois, baissent depuis le mois de septembre, mais depuis un mois, ont fortement baissé et ont atteint des niveaux d'avant-crise. Alors, ce n'est pas les niveaux les plus bas qu'on a pu connaître, mais il y a une baisse des prix de l'énergie, de l'électricité, du gaz aussi, mais à moindre mesure. Je tenais quand même aussi à préciser ça, et que quand on voit la possibilité de demander une cotation, nous demandons une cotation à Engie qui fait la cotation à l'heure où on lui demande et qui nous répond, qui nous donne son tarif et pour lequel on prend ou pas la position. Donc l'interlocuteur privilégié, il est là. Après, au quotidien, obtenir des informations de la part d'Engie, je pense qu'il est mieux de passer par nos équipes pour essayer de voir comment on optimise, parce qu'on a le fameux citron et on a surtout des équipes qui sont en capacité d'essayer d'expertiser et de vous accompagner là-dessus. Je ne suis pas sûr que Engie mette autant à disposition de temps d'heures que le CIGERLI peut faire. Quand je disais tout à l'heure 6 000 heures, décidément les deux fois je l'aurais fait, 6 000 heures à disposition pour les communes sur le concerne énergie partagée. J'espère avoir bien répondu à tes questions. Si vous n'avez pas d'autres questions, c'est prêt, que là, du coup, je peux clôturer en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année et qu'on va pouvoir de nouveau échanger et se souhaiter de nouveau les meilleurs vœux autour de notre habituel moment convivial dans l'espace qui est juste à côté pour celles et ceux qui n'en ont pas encore l'habitude. Je vous remercie pour ce comité court et efficace.